Ma tante gardait l'argent. Mais ma sœur a dit qu'après la mort de mon père, elle a senti que sa vie avait été complètement bouleversée. Il n'était pas seulement mon père, il était mon guide, mon ancre. À 19 ans, je n'étais pas prêt pour une vie sans lui. Ma sœur aînée, Amy, était préoccupée par son mariage avec Nick, un type assez bien élevé, mais avec qui je ne me suis jamais sentie proche. Amy a toujours été celle au caractère fort dans la famille, essayant constamment de prendre les rênes même quand personne ne le voulait. Lorsque mon père est décédé, Amy n'a pas hésité à suggérer que je vienne vivre chez elle et Nick, mais cela ne me semblait pas approprié. Elle était dans son propre monde, concentrée sur les essayages de robes et les préparatifs du lieu. Tante Laurie est intervenue presque immédiatement, me proposant un endroit où rester. Elle ne me proposait pas seulement une chambre, elle me proposait de la stabilité au milieu du chaos. Laurie vivait dans une maison pittoresque et bien entretenue à environ 3 heures de route de l'endroit où nous avons grandi. C'était la sœur cadette de mon père, farouchement indépendante et toujours sans complexe. Sa maison était l'un de ces endroits qui sentaient le linge propre et la cannelle, et tout avait sa place. C'était réconfortant d'une manière dont je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin. Dès le début, Laurie a clairement indiqué qu'elle ne laisserait pas Amy diriger les choses. Lorsqu'Amy a appelé Laurie pour parler de mon avenir, Laurie l'a interrompue avant qu'elle ne puisse aller très loin. Il a besoin d'espace pour faire son deuil, a déclaré Laurie, sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, et il restera avec moi aussi longtemps qu'il en aura besoin. Amy n'a pas bien accepté le refus. Elle m'appelait presque quotidiennement, parfois pour prendre de mes nouvelles, mais surtout pour faire des allusions sur la façon dont Nick et elle pouvaient m'aider à me relever. Ses paroles m'étouffaient, comme si elle essayait de m'enfermer dans sa vision de ce que ma vie devrait être. Mais Laurie, avec son comportement calme mais ferme, est devenue un tampon entre nous. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un me soutenait. Vivre chez Laurie a été une adaptation, mais pas dans le mauvais sens du terme. Elle avait un golden retriever nommé Max, qui a immédiatement décidé que j'étais son nouveau meilleur ami. La maison avait un rythme tranquille, rien à voir avec le chaos que j'avais connu avec Amy. Laurie et moi sommes tombés dans une routine facile. Elle partait tôt pour son travail dans son entreprise de planification d'événements, et je passais les matins à réfléchir à ce que je pouvais faire de moi-même. Parfois, je l'aidais pour de petites tâches, comme organiser des décorations ou emballer des fournitures pour des événements. C'était une distraction, et j'en avais besoin. Cependant, les appels d'Amy n'ont pas cessé. Elle me demandait comment j'allais et laissait ensuite tomber des questions sur le moment où j'irais leur rendre visite, à elle et Nick. Je me rendais compte qu'elle n'était pas habituée à ne pas avoir le contrôle, et cela la frustrait. Une fois, elle est même apparue sans prévenir. Je suis rentrée à la maison après avoir fait quelques courses et je l'ai trouvée assise dans le salon de Laurie, les bras croisés et un sourire tendu sur le visage. « On doit parler ?» a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Laurie était dans la cuisine, clairement contrariée mais essayant d'être polie. Amy a continué à parler de la façon dont il était préférable pour tout le monde que je vienne vivre chez elle et Nick. Elle a affirmé que Laurie devait être trop occupée pour m'avoir près d'elle, que je serais mieux dans un environnement plus permanent. Laurie l'a laissé terminer, puis a dit calmement, « Il reste ici, Amy. » Fin de la discussion. Amy est partie furieuse après cela, laissant une tension inconfortable qui a mis des heures à se dissiper. Mais Laurie a simplement haussé les épaules et nous a préparé du thé à tous les deux, en disant « Ça lui passera ». Je n'en étais pas si sûre. Amy ne lâchait pas facilement les choses. Malgré le drame occasionnel, la vie avec Laurie se sentait stable, voire paisible. Nous avions nos routines, promenades avec Max, soirées cinéma avec de vieux films et conversations tranquilles sur mon père. Laurie ne me pressait pas de parler, mais elle écoutait quand je le faisais. C'était la première fois depuis la mort de papa que je sentais que je ne faisais pas que survivre, je commençais à guérir. Pourtant, je savais qu'Amy n'avait pas fini. Elle n'aimait pas perdre le contrôle, et j'avais le sentiment qu'elle allait de nouveau agiter les choses. Mais pour l'instant, j'étais reconnaissant pour l'espace que Laurie m'avait donné, une occasion de respirer, de découvrir qui j'étais sans papa et de décider ce qui viendrait ensuite selon mes propres termes. Lorsque mon père est décédé, j'ai eu l'impression qu'on m'avait tout arraché, y compris la stabilité dont je ne m'étais même pas rendu compte qu'il me fournissait.
L'une des dernières choses qu'il a laissées, outre les souvenirs, était un héritage considérable. Cet héritage est devenu la source de plus de problèmes que je n'aurais pu l'anticiper. Papa avait toujours été prudent avec l'argent. Il a travaillé dur, a économisé plus qu'il ne dépensait et s'est assuré que nous n'ayons jamais manqué de rien pendant que nous grandissions. À sa mort, son patrimoine comprenait une maison, une police d'assurance vie et un compte de placement soigneusement géré. Après que la poussière se soit déposée, il s'est avéré qu'il avait laissé près de 1,5 million de dollars, qui ont été divisés en parts égales entre amis et moi. Sur le papier, cela aurait dû être simple, mais quand est-ce qu'un drame familial est simple ? Amy, étant la sœur aînée et étant bien entrée dans l'âge adulte, a reçu sa moitié directement. Ma moitié, cependant, soit environ 750 000 dollars, a été déposée en fiducie. Je n'y aurais pas accès avant mes 21 ans, et tante Laurie a été nommée fiduciaire. Au début, j'ai pensé que c'était logique. J'avais 19 ans, j'étais en deuil et Laurie était la seule qui semblait avoir mes meilleurs intérêts à cœur. Mais Amy avait d'autres pensées. Elle n'était pas contente de l'accord et ne s'est pas donné la peine de le cacher. Lors d'un de ses appels désormais fréquents, elle l'a mentionné. « C'est ridicule », a-t-elle dit, sur un ton aigu. « Pourquoi Laurie devrait-elle contrôler ton argent ? C'est à toi. » Parce que papa ne pensait pas que j'étais prêt, ai-je répondu, bien que je ne sois pas tout à fait sur moi-même. « Ce ne sont que quelques années », a-t-elle lancé. « Ce n'est pas le problème. Ce n'est même pas un membre direct de la famille comme moi. Si quelqu'un devait être le fiduciaire, ce devrait être moi. » Je n'avais pas l'énergie de discuter. Amy avait une façon de faire en sorte que tout tourne autour du contrôle. Même quand nous étions enfants, elle me commandait, me disait quoi mettre, comment agir, avec qui je devais être amie. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de pouvoir. Et Laurie, à la consternation d'Amy, n'était pas quelqu'un que l'on pouvait manipuler. Laurie a pris très au sérieux son rôle de fiduciaire. Elle a rencontré des conseillers financiers, a tenu des registres détaillés de la fiducie et a même ouvert un compte séparé pour moi où elle déposait de petites sommes mensuellement pour couvrir mes dépenses personnelles. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour survivre sans me sentir comme un fardeau. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que pouvait être la stabilité financière, même si elle n'était pas totalement entre mes mains. Les choses ont commencé à se compliquer lorsqu'Amy a commencé à se présenter chez Laurie sans prévenir. Cela s'est produit pour la première fois un samedi après-midi. Laurie et moi étions dans la cour arrière à ramasser les feuilles lorsque la voiture d'Amy est entrée dans l'allée. Elle est arrivée en faisant irruption par la porte latérale, le visage rouge de colère. « On doit parler », a-t-elle dit, sans même se donner la peine de saluer. Laurie s'est appuyée sur son râteau et a croisé les bras. « Bonjour à toi aussi, Amy. » Amy l'a ignorée et s'est tournée vers moi. « Sais-tu ne serait-ce que ce qu'elle fait avec ton argent ?» Laurie a levé un sourcil. « Je t'assure que tout est documenté. » Amy l'a congédiée d'un geste de la main. « Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas sa mère, Laurie. Tu n'as pas le droit de décider ce qui est le mieux pour lui. »« Je ne décide de rien, » a répondu Laurie calmement. « Ton père l'a fait. » La conversation s'est rapidement intensifiée. Amy a accusé Laurie d'être contrôlante, et Laurie a répondu en soulignant le comportement d'Amy qui consiste à essayer de dominer chaque situation. Je suis restée là maladroitement, coincée entre elles, ne sachant pas quoi dire ou faire. Finalement, Laurie a dit à Amy de partir, et après de nombreux souffles et reniflements, elle l'a fait. Mais ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, Amy m'a invitée à dîner chez elle. Nick travaillait tard, donc nous étions seuls tous les deux. J'aurais dû savoir que ce n'était pas une simple réunion entre frères et sœurs. Dès que le repas a été servi, elle a commencé à aborder son véritable objectif. « Ne trouves-tu pas étrange que Laurie ait autant de contrôle sur ton argent ?» a-t-elle demandé, sur un ton faussement doux. « C'est la fiduciaire, ai-je dit, déjà sur la défensive. »« Mais, et si elle ne le gère pas bien ? Regardes-tu les relevés de compte ? Sais-tu combien il y a là-dedans ? » Elle me montre tout, ai-je dit, bien que je me sois rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai. Laurie s'était proposé de me montrer les finances, mais je ne lui avais jamais demandé de les voir. Je lui faisais confiance. Amy s'est penchée,
baissant la voix comme si nous étions en train de conspirer. Et si elle vole? Tu ne t'en rendrais même pas compte. Elle ne ferait pas ça, ai-je dit, mais le doute était semé. J'ai essayé de me le sortir de la tête, mais Amy était implacable. Tu dois commencer à poser des questions, a-t-elle dit. C'est ton argent, pas le sien. La conversation m'a laissé inquiet. Je ne croyais pas que Laurie soit capable de faire quelque chose de louche, mais les paroles d'Amy persistaient. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai mentionné le dîner à Laurie. Amy a dit que je devrais surveiller de plus près la fiducie, lui ai-je dit. Laurie n'a pas semblé surprise. Bien sûr qu'elle l'a fait. Amy essaie de causer des problèmes. Mais y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Elle a soupiré et m'a remis un gros dossier. Tiens. Ce sont tous les relevés de compte et les documents. Examine-les si tu veux. Mais je te promets que tout est en règle. J'ai passé l'heure suivante à examiner les papiers. Chaque dépôt, retrait et investissement était méticuleusement documenté. En tout cas, Laurie était trop prudente. J'ai ressenti une vague de culpabilité pour avoir douté d'elle. Le drame ne s'est pas arrêté là. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat. Amy avait déposé une requête pour que Laurie soit destituée de son poste de fiduciaire, alléguant qu'elle gérait mal les fonds. J'étais furieux. Qu'est-ce que tu fais, lui ai-je demandé lorsque je l'ai appelée. Te protéger, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. Tu ne me protèges pas. Tu essaies juste de me contrôler. Elle ne l'a pas nié. Au contraire, elle s'est réaffirmée, insistant sur le fait que Laurie n'était pas digne de confiance. La bataille juridique s'est prolongée pendant des mois, épuisant le temps et l'énergie de toutes les personnes impliquées. Au final, le tribunal s'est rangé du côté de Laurie, rejetant les allégations d'Amy comme étant sans fondement. Mais le mal était fait. Ma relation avec Amy, déjà tendue, était maintenant au bord du gouffre. Laurie a essayé de me rassurer, en disant qu'Amy finirait par reprendre ses esprits, mais je n'en étais pas si sûre. J'avais le sentiment que la famille qu'il me restait s'effondrait sous mes yeux, et il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Malgré tout, Laurie est restée ferme. Elle m'a rappelé que mon père lui avait fait confiance pour une raison, et qu'elle ne lui faillirait ni à lui ni à moi. C'est pourquoi j'étais reconnaissant, même si le chemin qui restait à parcourir me semblait encore incertain. Lorsque l'héritage de papa a été divisé, Amy et moi avons reçu 750 000 $ chacun. Au début, Amy semblait ravie. Mais rétrospectivement, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Amy a toujours eu une propension au drame, un goût du luxe et une veine impulsive qui inquiétaient tout le monde sauf elle-même. Dès que l'argent est arrivé sur son compte, c'était comme si on lui avait donné un chèque en blanc pour le chaos. Amy n'a pas perdu de temps. Quelques semaines plus tard, elle est apparue chez Laurie avec un nouveau 4X4, un modèle de luxe haut de gamme avec des caractéristiques que je ne savais même pas qu'elle existait. Le prix? Au moins 100 000 $, probablement plus. Elle s'est vantée des sièges chauffants, du toit ouvrant panoramique et de l'intérieur en cuir personnalisé, comme si c'était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise dans sa vie. Laurie a levé un sourcil, mais n'a rien dit. Plus tard, lorsqu'Amy est partie, elle a secoué la tête. Cet argent ne va pas lui durer longtemps si elle continue comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas dit grand-chose. Amy avait toujours vécu dans un monde où les conséquences ne semblaient pas s'appliquer à elle. Je pensais qu'elle allait apprendre. Mais Amy n'a pas appris. Au cours des mois suivants, ses dépenses ont augmenté. Elle et Nick ont fait non pas un, mais 3 voyages en Europe. J'ai vu les photos sur son Instagram, posant devant la Tour Eiffel, se reposant sur un yacht en Italie, buvant du champagne à Santorin. Chaque photo criait le luxe, et chacune me rendait un peu plus mal à l'aise. Elle a même redécoré toute sa maison, remplaçant des meubles parfaitement bons par des pièces design qui coûtaient probablement plus que mes frais de scolarité universitaire. Les choses ont pris un tournant plus sombre lorsque Nick est tombé malade. Il a commencé à se plaindre de maux de dos. Au début, ils ont pensé que c'était juste une hernie discale. Mais après des semaines d'examen, ils ont découvert qu'il souffrait d'une maladie rare nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. La procédure était non seulement risquée, mais aussi coûteuse. Plus de 300 000 $, pour être exact.
Amy n'a pas bien pris la nouvelle. Elle m'a appelé en pleurant, la voix tremblante. Nick a besoin de cette opération, ou il pourrait être paralysé, a-t-elle dit. Nous avons déjà épuisé notre assurance. Je ne sais pas quoi faire. Je la plaignais. Vraiment. Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Ma part de l'héritage était bloquée dans une fiducie, et même si elle ne l'était pas, je ne savais pas si je voulais remettre en jeu mon avenir à cause des mauvaises décisions financières d'Amy. As-tu parlé à Laurie, lui ai-je demandé, sachant parfaitement que Laurie serait sceptique à l'idée de donner de l'argent. Amy a sangloté. Elle ne comprend pas. Elle continue à parler de budget et de conséquences. Nick pourrait mourir, et elle ne se préoccupe que des papiers. Ce n'est pas juste, ai-je dit, en essayant de garder un ton uniforme. Laurie ne fait que ce que papa voulait. Amy n'a pas répondu, mais je me suis rendu compte qu'elle ne m'écoutait pas. Elle avait une façon d'ignorer tout ce qui ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Une semaine plus tard, Amy s'est présentée chez Laurie sans être invitée. J'étais assis dans le salon quand j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Elle est entrée comme une furie, le visage rouge de colère. « Pourquoi ne m'aides-tu pas » a-t-elle demandé, d'une voix assez forte pour effrayer Max, le golden retriever de Laurie. Laurie est sortie de la cuisine, en se séchant les mains avec une serviette. « Bonjour, Amy. Je suis contente de te voir aussi. » Ce n'est pas une blague, Laurie, a lancé Amy. Nick a besoin de cette opération, et tu es assise sur cette $150 000 qui pourrait lui sauver la vie. Laurie a soupiré, sa patience clairement épuisée. Ce n'est pas mon argent, Amy. C'est le sien, a-t-elle dit, en me désignant. Et il est en fiducie. Je ne peux pas le retirer juste parce que tu as pris de mauvaises décisions financières. Amy s'est tournée vers moi, les yeux suppliants. Tu peux la faire annuler. Tu sais que c'est ton argent. Dis-lui de le libérer. Je me suis sentie écrasée par le poids de ses attentes. Je ne peux pas, Amy. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça, a-t-elle crié. Tu es égoïste. Égoïste, a interrompu Laurie, d'une voix aiguë. Tu as dépensé $750 000 en moins d'un an, et maintenant tu veux qu'il renonce à son avenir pour te sauver? Les choses ne fonctionnent pas comme ça. La dispute s'est intensifiée à partir de là. Amy a accusé Laurie d'être impitoyable, Laurie lui a répondu sur l'irresponsabilité d'Amy, et je suis resté assis là, me sentant comme un spectateur dans ma propre vie. Finalement, Laurie a dit à Amy de partir, et elle l'a fait, en claquant la porte. Quelques jours plus tard, Amy a essayé une tactique différente. Elle a commencé à m'envoyer des SMS tous les jours, alternant entre sentiments de culpabilité et manipulation émotionnelle. Un jour, elle m'envoyait des photos de Nick à l'hôpital, l'air pâle et fragile. Le lendemain, elle m'envoyait de longs paragraphes sur la façon dont papa aurait voulu qu'elle l'aide. C'était épuisant, et je ne savais pas comment répondre. J'ai essayé d'en parler à Laurie, mais elle est restée ferme. Tu ne peux pas te laisser intimider pour renoncer à ton argent, a-t-elle dit. Cette fiducie est là pour une raison. Ton père voulait s'assurer que tu aies un avenir. Mais, et si Nick meurt, lui ai-je demandé, me sentant tiraillée. Laurie a soupiré. Ce n'est pas ta responsabilité. Amy et Nick ont pris leur décision. Tu ne peux pas réparer leurs erreurs. La situation a atteint un point critique lorsqu'Amy s'est présentée au bureau de Laurie. Elle a fait irruption pendant une réunion, causant une scène devant les clients de Laurie. Je n'y étais pas, mais Laurie me l'a raconté plus tard. Elle criait que je laissais mourir son mari, a dit Laurie, en secouant la tête. C'était humiliant. Après cela, Laurie a demandé une ordonnance de non-communication. Cela semblait extrême, mais Amy avait franchi tellement de limites qu'il ne semblait pas y avoir d'autre choix. Pendant des semaines, je n'ai rien su d'Amy. C'était inquiétant, comme le calme avant la tempête. Puis, un soir, j'ai reçu un appel de Nick. Sa voix était faible, à peine un murmure. « Elle est partie », a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu veux dire par « elle est partie » ? Elle est partie. Elle a pris la voiture. Elle a vidé ce qu'il restait de nos économies, et elle a disparu. Je n'ai pas su quoi dire. Malgré tout,
je n'ai jamais pensé qu'Amy abandonnerait Nick, surtout quand il en avait le plus besoin. Mais, en y réfléchissant, je n'aurais peut-être pas dû être surpris. Amy s'était toujours mise en premier lieu, quel qu'en soit le coup. J'ai raconté l'appel à Laurie, et elle n'a pas été surprise. Elle réapparaîtra avec le temps, a-t-elle dit. Les gens comme Amy le font toujours. Laurie avait raison. Amy est réapparue quelques mois plus tard. Mais à ce moment-là, tout avait changé. Nick avait emménagé chez ses parents. Laurie avait renforcé encore plus la fiducie. Et j'avais appris une leçon douloureuse sur la famille, l'argent et les limites de la loyauté. Le désespoir d'Amy a atteint un nouveau niveau après que l'état de Nick se soit aggravé et que les factures se soient accumulées. Au début, ces tactiques manipulatrices se limitaient à des supplications directes et à me faire culpabiliser. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas céder, elle a eu recours à d'autres stratégies. Sa campagne de manipulation émotionnelle, sous le couvert des valeurs familiales, est devenue implacable, entraînant des gens avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle a commencé par les photos. Un matin, je me suis réveillée avec un message d'Amy contenant plusieurs images jointes. Elles étaient de Nick à l'hôpital. Il avait l'air pâle et fragile, branché à des machines, avec des fils et des tubes partout. La légende disait, « Veux-tu vraiment que cela te reste sur la conscience ? Papa ne nous aurait pas tourné le dos. » Je suis restée longtemps à regarder l'écran, sentant un nœud dans l'estomac. Ce n'est pas que je ne ressentais pas de compassion pour Nick. Je le ressentais. Mais ce n'était pas juste. Elle essayait de me rendre responsable de sa situation, et ce n'était pas ma faute. J'ai montré les messages à tante Laurie plus tard ce jour-là. Elle les a regardés et a froncé les sourcils. Elle ne va pas s'arrêter, a dit Laurie. Mais tu ne peux pas te laisser manipuler de cette façon. C'est du chantage émotionnel. Je sais, ai-je dit, me sentant en conflit. Mais c'est difficile de l'ignorer. Laurie m'a posé une main rassurante sur l'épaule. Amy a pris ses décisions. C'est son affaire, pas la tienne. La vague suivante de manipulation d'Amy est arrivée sous forme d'appels téléphoniques, non seulement à moi, mais aussi à Laurie et à d'autres membres de la famille. Elle a commencé à contacter des parents éloignés, des gens que nous ne voyons que lors de mariage ou d'enterrement, et leur a raconté son histoire en sanglots. Mon cousin Derek, qui vivait hors de l'État, m'a appelé un soir, complètement surpris par ce qu'Amy lui avait raconté. Elle a dit que Laurie retient de l'argent qui pourrait sauver la vie de Nick, a déclaré Derek, la voix pleine d'inquiétude. Est-ce vrai ? Non, ai-je répondu, sentant ma frustration augmenter. L'argent est en fiducie. Ce n'est même pas à Laurie de le libérer. Eh bien, Amy le fait paraître comme si toi et Laurie étiez assis sur une pile d'argent pendant que Nick meurt, a dit Derek. Je veux dire, à quoi sert la famille si nous ne nous aidons pas mutuellement ? Cette phrase, « à quoi sert la famille ?» est devenue le mantra d'Amy. Elle l'utilisait dans chaque conversation, dans chaque message, dans chaque supplication. Ce n'était pas seulement Derek. Elle a contacté ma tante Karen, qui n'avait pas parlé à Laurie depuis des années, et a même retrouvé le cousin de mon père, Ed, un homme dont je me souvenais à peine d'une réunion de famille lorsque j'avais 10 ans. Bientôt, je recevais des appels et des SMS de personnes que je connaissais à peine, tous me demandant pourquoi je n'aidais pas Amy à sauver son mari. Un soir, Laurie et moi nous sommes assis pour élaborer une stratégie. La pression constante commençait à nous épuiser tous les deux. Laurie avait reçu un message vocal en colère de tante Karen ce jour-là, l'accusant d'être insensible et cupide. Elle a dit que nous laissons mourir Nick, a dit Laurie, en haussant les yeux au ciel. C'est ridicule. La moitié de ces gens ne connaissent même pas toute l'histoire. Ils savent seulement ce qu'Amy leur raconte. Et tu sais qu'elle ne leur dit pas la vérité, ai-je dit. Laurie a soupiré. Il est peut-être temps que nous mettions les choses au clair. Nous avons décidé de contacter certains des parents qu'Amy avait entraînés dans la situation, en commençant par Derek. Laurie l'a appelé en premier, lui expliquant la réalité de la fiducie et le fait qu'Amy avait déjà gaspillé sa part de l'héritage. Derek a été surpris. Elle n'a rien mentionné de tout cela, a-t-il dit. Elle a fait comme si vous gardiez tout l'argent pour vous. Après l'appel, Derek s'est excusé et a promis de parler à d'autres parents pour éclaircir les informations erronées.
Mais pour chaque personne que nous réussissions à convaincre, Amy trouvait quelqu'un de nouveau à qui s'adresser. Le tournant est arrivé lorsqu'Amy s'est présentée chez Laurie avec une nouvelle alliée, notre cousine germaine, Becca. Cela faisait des années que je n'avais pas vu Becca. C'était l'une de ces personnes qui aimait le drame et qui semblait toujours être au milieu d'une dispute familiale. J'aurais dû savoir qu'Amy la recruterait. Toutes les deux ont fait irruption dans la maison comme si elles en étaient les propriétaires. Amy avait un dossier rempli de papiers à la main, qu'elle a laissé tomber sur la table de la cuisine. « Voici la preuve que l'opération de Nick ne peut plus être retardée », a-t-elle dit, la voix tremblante de colère. « Vous avez le pouvoir de le sauver, et vous choisissez de ne pas le faire. » Laurie semblait indifférente. « Bonjour, Becca. Je suis contente de te revoir. » Becca a croisé les bras et a regardé fixement. « Amy m'a tout raconté. Je n'arrive pas à croire que vous laissiez cela se produire. » « Il n'y a rien à laisser se produire, » a dit Laurie calmement. « L'argent est en fiducie, et ce n'est pas négociable. » Amy m'a désigné. « C'est son argent. S'il veut le libérer, vous ne pouvez pas l'empêcher. »« Ce n'est pas si simple, Amy, » ai-je dit, sentant que je rougissais. « Tu le sais. »« Tu ne t'intéresses pas à la famille, » a interrompu Becca, la voix dégoulinant de condescendance. « Que penserait ton père s'il te voyait tourner le dos à Amy et Nick ?» Laurie en avait assez. Elle s'est levée, l'expression glaciale. « Mon frère aurait le cœur brisé de voir comment Amy a géré l'argent qu'il lui a laissé. Et il serait furieux qu'elle essaie d'intimider son frère pour qu'il répare ses erreurs. » Le visage d'Amy est devenu rouge. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ? » « Je sais exactement de quoi je parle, » a répondu Laurie. « Tu as gaspillé 750 000 $ en moins d'un an, et maintenant tu veux qu'il te donne plus. Il ne s'agit pas de la famille. Il s'agit de ton refus d'assumer la responsabilité de tes actes. » La confrontation s'est terminée par le départ furieux d'Amy, entraînant Becca avec elle. Mais le mal était fait. La famille était divisée, certains parents étant du côté d'Amy et d'autres nous soutenant, Laurie et moi. Il semblait que chaque jour apportait une nouvelle accusation, un nouveau conflit, une nouvelle vague de drame. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'Amy a tenté de rendre son histoire publique. Elle a publié un long discours émouvant sur les réseaux sociaux, avec des photos de Nick à l'hôpital et des références vagues à la trahison familiale. La publication est devenue virale au sein de notre réseau étendu, et les messages ont commencé à affluer. Certaines personnes ont offert leur soutien, mais d'autres ont été franchement cruelles. Laurie a reçu un flot de courriels haineux, l'accusant d'être un monstre cupide et insensible. J'ai même reçu quelques messages menaçants de personnes qui croyaient la version des faits d'Amy sans la remettre en question. Laurie a finalement dû faire intervenir un avocat pour s'occuper de la diffamation. Ce fut un processus compliqué et douloureux, mais c'était la seule façon de nous protéger de la manipulation croissante d'Amy. L'avocat a rédigé une lettre de cessation et d'abstention, avertissant Amy de cesser de diffuser de fausses informations ou de faire face à des conséquences légales. Cela a fonctionné, mais seulement temporairement. Amy s'est retirée des réseaux sociaux, mais son amertume a persisté. Les dommages qu'elle avait causés à notre famille étaient irréparables, et la confiance entre nous avait été brisée. Au final, je me suis rendu compte que la version d'Amy des valeurs familiales n'était rien de plus qu'un outil pour obtenir ce qu'elle voulait. C'était déchirant, mais c'était aussi une leçon que je n'oublierai pas. Le premier signe qu'Amy était sur le point d'intensifier les choses est arrivé lorsque j'ai reçu une lettre recommandée par la poste. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une communication routinière de la fiducie. Mais lorsque je l'ai ouverte, mon âme s'est effondrée. C'était une notification m'informant qu'Amy avait intenté un procès contre tante Laurie, dans le but de la destituer de son poste de fiduciaire de mon héritage. Je suis restée à regarder le papier, incapable de traiter ce que je lisais. J'ai appelé Laurie immédiatement. « Elle te poursuit en justice », lui ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de colère. Laurie a soupiré de l'autre côté de la ligne. Je m'imaginais que cela pouvait arriver. Amy a été désespérée, et les gens désespérés font des choses irrationnelles. Elle essaie de prendre le contrôle de mon argent, n'est-ce pas, ai-je demandé, tandis que les pièces s'emboîtaient. Plus ou moins, a dit Laurie. Mais ne t'inquiète pas.
Nous avons la vérité de notre côté. Le processus juridique a commencé avec une avalanche de paperasse. Les avocats d'Amy ont allégué que Lori n'était pas apte à gérer la fiducie, l'accusant de retenir des fonds et de mauvaise gestion de mon héritage. C'était absurde, mais dans une bataille juridique, même les accusations infondées devaient être traitées. L'avocate de Lori, une femme vive et censée nommer Evelyn Green, nous a assuré que nous avions un dossier solide. Elle s'accroche à une planche de salut, a dit Evelyn lors de notre première rencontre. Mais nous devrons présenter des preuves solides pour en finir rapidement. La première audience judiciaire a été surréaliste. Amy est entrée avec une équipe d'avocats, la tête haute comme si elle était la partie lésée. Elle avait même quelques membres de sa famille avec elle, des gens qu'elle avait réussi à convaincre que Lori était une sorte de méchante qui accaparait de l'argent qui aurait pu sauver Nick. J'ai ressenti une pointe de colère en reconnaissant notre cousine Becca parmi eux. La plaidoirie initiale d'Amy a été un chef-d'œuvre de manipulation. Son avocat a peint une image de Lori comme une figure froide et contrôlante qui avait abusé de sa position de pouvoir pour refuser à une veuve en deuil l'accès à des fonds qui auraient pu sauver la vie de son mari. Amy s'est même émue à la barre des témoins, pleurant en racontant comment Nick avait souffert pendant que Lori accumulait mon héritage. C'était des mensonges, bien sûr, mais c'était difficile à entendre. J'ai serré les poings sous la table, me sentant impuissant tandis qu'Amy jouait le rôle de la victime. Evelyn a répondu avec des faits, et elle l'a fait brillamment. Elle a présenté des registres détaillés montrant comment Lori avait géré la fiducie avec un soin impeccable. Chaque dépôt, retrait et investissement étaient documentés, ne laissant aucune place au doute quant à la compétence de Lori. Evelyn a également présenté des preuves de l'irresponsabilité financière d'Amy, des vacances de luxe qui avaient coûté plus de 50 000 $, des dizaines de milliers de dollars dépensés en meubles design et des reçus d'appareils électroménagers haut de gamme qu'Amy avait achetés quelques mois après avoir reçu son héritage. Le tournant est arrivé lorsqu'Evelyn m'a appelé à la barre des témoins. J'étais nerveux, mais Evelyn m'avait bien préparé. Elle m'a posé des questions simples et directes sur ma relation avec Lori et sur la façon dont elle avait géré la fiducie. Votre tante vous a-t-elle déjà refusé l'accès à des fonds pour des besoins légitimes, a demandé Evelyn. Non, ai-je répondu. Elle a toujours été compréhensive et transparente avec la fiducie. Et êtes-vous au courant de la manière dont votre sœur a géré son propre héritage, a poursuivi Evelyn. Oui, ai-je dit, regardant Amy, dont le visage était impassible. Elle l'a dépensé en vacances de luxe, un 4x4 coûteux et en redécorant sa maison. L'avocat d'Amy a tenté de me déconcerter lors du contre-interrogatoire, me demandant pourquoi je n'étais pas intervenue pour aider Nick lorsqu'il avait besoin de la chirurgie. C'était une question piège, conçue pour me faire paraître égoïste. Mais je me suis accrochée à la vérité. Je n'étais pas en mesure d'aider, ai-je dit fermement. La fiducie est pour mon avenir, et ce n'est pas quelque chose auquel je peux accéder sur un coup de tête. Le drame dans la salle d'audience a atteint son apogée lorsqu'Evelyn a présenté une chronologie des dépenses d'Amy. Elle a montré au tribunal comment Amy avait dépensé son héritage de 750 000 $ en moins d'un an, sans tenir compte de l'avenir. Il y avait des photos d'Amy posant devant son 4x4 de luxe, des reçus de boutiques haut de gamme et même des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux se vantant de ses vacances européennes. L'avocat d'Amy a tenté de détourner l'attention, en arguant que ses habitudes de dépenses étaient sans rapport avec l'affaire. Mais Evelyn ne l'a pas permis. Ce procès porte sur la responsabilité, a déclaré Evelyn, d'une voix ferme. Ma cliente a rempli son devoir de fiduciaire avec soin et diligence, tandis que la demanderesse a démontré un comportement imprudent. Ce procès ne porte pas sur la justice. Il porte sur le désespoir. Le coup final est arrivé lorsque Nick lui-même a été appelé à témoigner. Il avait l'air fatigué et vaincu lorsqu'il est monté à la barre des témoins. Amy l'avait clairement impliqué dans tout cela, mais il ne semblait pas désireux d'être là. Lorsqu'Evelyn l'a interrogé sur la tension financière causée par sa chirurgie, Nick a admis que les dépenses d'Amy les avaient laissées sans filet de sécurité. Elle voulait redécorer la maison, a-t-il dit à voix basse. Je lui ai dit que nous devrions épargner l'argent, mais elle ne m'a pas écouté. Ce fut un témoignage accablant, et j'ai pu voir la tension sur le visage d'Amy pendant que Nick parlait. Elle semblait vouloir sauter de son siège et le faire taire, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire.
Le juge a pris plusieurs semaines pour délibérer, mais le verdict a été clair, la demande a été rejetée et Lori a été autorisée à rester fiduciaire. Le juge a même émis une déclaration condamnant les actions d'Amy, qualifiant ses affirmations de sans fondement et basées sur une irresponsabilité personnelle. Après le jugement, Amy est sortie furieuse de la salle d'audience sans parler à personne. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse en la voyant partir. Elle avait été ma sœur autrefois, quelqu'un que j'avais admiré. Mais maintenant, c'était une étrangère pour moi. Lori m'a posé une main rassurante sur l'épaule en sortant du tribunal. C'est fini, a-t-elle dit. Tu peux respirer maintenant. Mais même lorsque la bataille juridique a pris fin, je savais que les cicatrices qu'elle avait laissées sur notre famille mettraient beaucoup plus de temps à guérir. La salle d'audience était silencieuse tandis que nous attendions que le juge rende le verdict final. Cela avait été des mois de drame interminable, de présentations juridiques et de confrontations dans la salle d'audience. La demande d'Amy avait consumé nos vies, faisant ressortir tous les problèmes familiaux non résolus au grand jour. Je me suis assis à côté de tante Lori, qui était stoïque comme toujours, sa posture inébranlable même face aux attaques implacables d'Amy. Je pouvais sentir mes mains transpirer tandis que je les serrais fermement sur mes genoux. Lorsque le juge a finalement parlé, sa voix était ferme et inflexible. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, le tribunal détermine que Madame Lori Anderson a agi en pleine conformité avec les termes décrits dans le testament et la fiducie de Monsieur William Thompson. J'ai laissé échapper un soupir que je n'avais même pas réalisé que je retenais. Le soulagement m'a envahi tandis que le poids des accusations d'Amy commençait à disparaître. Lori m'a adressé un petit sourire rassurant, mais je me suis rendu compte que même elle ne fêtait pas encore. Nous savions qu'il y aurait plus dans ce jugement. Le juge a poursuivi. De plus, le tribunal détermine que les affirmations faites par Madame Amy Johnson étaient non seulement sans fondement, mais constituaient un abus du système judiciaire. Ce tribunal ne prend pas ces questions à la légère. Amy était assise de l'autre côté de la salle, son visage un nuage d'orage d'émotion. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Pendant des mois, elle s'était présentée comme la victime, déformant le récit pour l'adapter à sa version des faits. Maintenant, la vérité avait finalement été révélée, et il n'y avait pas d'échappatoire. La partie suivante du jugement du juge était directement adressée à Amy. Compte tenu de la nature infondée de cette demande et du fardeau indu qu'elle a imposé à la défenderesse et au tribunal, Madame Johnson est condamnée à une amende de 25 000 $ pour abus de procédure judiciaire. De plus, ce tribunal ordonne à Madame Johnson de suivre une thérapie obligatoire pendant 1 an pour traiter son comportement. J'ai regardé Amy tandis que les mots s'enfonçaient. Elle a serré sa mâchoire, mais n'a rien dit. Elle semblait plus humiliée que fâchée, ce qui était une vue rare. Je pouvais presque la plaindre, si elle n'avait pas passé des mois à me défendre moi-même et tante Lori de ses manipulations. Le juge n'avait pas terminé. Enfin, en raison du harcèlement persistant de Madame Johnson et de la détresse causée à Monsieur Ethan Thompson et à Madame Lori Anderson, ce tribunal accorde une ordonnance de restriction. Madame Johnson ne doit pas avoir de contact avec l'une ou l'autre des parties au cours des 3 prochaines années. Ce fut le dernier clou dans le cercueil. Le visage d'Amy a pâli, pour la première fois de toute l'épreuve, elle a semblé vraiment choquée. La compréhension qu'elle ne pouvait plus faire irruption dans nos vies devait être en train de s'infiltrer profondément. Tante Lori a doucement expiré à mes côtés, détendant légèrement ses épaules pour la première fois depuis des semaines. La salle d'audience s'est rapidement vidée après le jugement, mais Amy a tardé, nous lançant des regards noirs de l'autre côté de la salle. Elle a murmuré quelque chose à son avocat avant de sortir furieuse, ses talons hauts résonnant avec colère contre le sol. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte en silence, et j'avais raison. Les conséquences du procès ont été un tourbillon. Les journalistes avaient eu vent de l'affaire, grâce aux publications publiques d'Amy sur les réseaux sociaux, et une petite foule attendait à l'extérieur du tribunal lorsque nous sommes sortis à la lumière du soleil. Les caméras clignotèrent et les voix crièrent des questions. Lori les a ignorées, la tête haute. Mais j'ai senti la chaleur de leur attention et j'ai gardé les yeux rivés sur le sol. Mademoiselle Anderson? Avez-vous des commentaires sur la décision du juge? A crié un journaliste. Vous sentez-vous vengée? A demandé un autre. Lori s'est arrêtée un instant avant de se retourner pour s'adresser à eux.
Le tribunal a parlé. Mon frère m'a fait confiance pour mettre en œuvre ses souhaits, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est tout ce que j'ai à dire. Sa voix était calme, mais elle avait un poids qui ne laissait aucune place à d'autres questions. Les journalistes ont reculé un peu et nous nous sommes dirigés vers la voiture de Lori. Les conséquences du jugement ont été immédiates. L'amende de 25 000 $ pour Amy a été un coup significatif, surtout qu'elle avait déjà dilapidé son héritage. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans son histoire soient rendues publiques. Certains des mêmes parents qui l'avaient soutenue ont commencé à prendre leur distance lorsqu'ils se sont rendus compte à quel point elle avait menti. Même notre cousine Becca, qui avait été l'une des plus ferventes défenseurs d'Amy, m'a appelé une semaine plus tard pour s'excuser. Je n'avais aucune idée qu'elle inventait tout, a dit Becca, la voix chargée de culpabilité. Je pensais qu'elle voulait juste aider Nick. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, bien qu'il soit difficile de laisser de côté le ressentiment. Amy est douée pour faire croire aux gens. Nick, cependant, a été remarquablement absent du chaos. Après le procès, j'ai appris par des connaissances mutuelles qu'il avait demandé le divorce. Cela ne m'a pas surpris. Il avait subi suffisamment de choses, et je ne pouvais qu'imaginer la tension qu'Amy avait mise sur leur mariage. Lori et moi avons essayé de retrouver une apparence de vie normale, mais les effets des actions d'Amy persistaient. L'ordonnance de restriction nous a donné une certaine tranquillité d'esprit, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'attendais que l'autre épée de Damoclès tombe. Amy avait toujours été persistante, et je doutais qu'elle abandonne sans se battre. Un soir, environ un mois après le procès, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Lori assise à la table de la cuisine avec une pile de lettres. Elle a levé les yeux lorsque je suis entrée, son expression un mélange d'amusement et de frustration. Encore des excuses, a-t-elle dit, tenant l'une des enveloppes. Ta tante Karen veut reconstruire les ponts. J'ai haussé les yeux au ciel. Karen avait été l'une des partisanes les plus vocales d'Amy pendant le procès. Et qu'a-t-elle dit sur le fait de croire aux mensonges d'Amy ? Rien de spécifique, a dit Lori avec un sourire. Juste un tas de paroles vagues sur l'unité familiale et sur le fait d'aller de l'avant. J'ai ri, mais il y avait un arrière-goût d'amertume. C'est curieux comment les gens ne veulent l'unité qu'après avoir choisi un camp. Lori a acquiescé. Les gens comme Amy prospèrent dans le chaos. Une fois que le chaos s'est installé, tous les autres se retrouvent à lutter pour nettoyer le désordre. La thérapie obligatoire a été peut-être le seul rayon d'espoir dans toute cette épreuve. D'après ce que j'ai entendu, Amy n'était pas contente, mais elle n'a eu d'autre choix que de se conformer. La thérapeute, une femme sévère nommée Dr Evelyn Harper, ne lui a pas facilité la tâche. Je ne l'ai su que parce que les quelques alliés qu'il restait à Amy, des gens comme tante Karen, ont filtré des fragments de ses séances. Elle a beaucoup parlé de ton père, m'a dit Karen lors d'une de ses tentatives de réconciliation. La docteure Harper pense qu'elle a des problèmes non résolus avec lui. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit, d'un ton ferme. Nous avons tous des problèmes, mais cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Karen a acquiescé, l'air contrit. J'ai juste pensé que tu voudrais le savoir. Je ne voulais pas le savoir, mais j'ai apprécié l'information. Ce n'était pas comme si je pouvais le lui demander moi-même, pas avec l'ordonnance de restriction en vigueur. Et, honnêtement, je ne voulais pas lui parler. Thérapie ou non, je n'étais pas prêt à lui pardonner tout ce qu'elle nous avait fait subir. Au final, le jugement s'est senti comme une victoire et une défaite à la fois. Amy a finalement été tenue responsable de ses actes, et la réputation de Lori avait été rétablie. Mais la famille que nous étions autrefois avait disparu, irrémédiablement fracturée. Je ne savais pas si nous trouverions un jour le chemin du retour l'un vers l'autre. Mais pour l'instant, j'étais content de la paix qui provenait de savoir que Lori et moi avions fait ce qu'il fallait. Alors que j'étais assis avec Lori ce soir-là, regardant le coucher de soleil sur sa cour arrière, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. Ce n'était pas parfait, et ce n'était pas indolore. Mais c'était suffisant. Et après tout ce que nous avions traversé, c'était tout ce que je pouvais demander. Après la bataille juridique et tout ce qu'Amy nous a fait subir, j'ai enfin pu respirer à nouveau. L'héritage, qui avait été à la fois une bouée de sauvetage et une malédiction, était en sécurité. Tante Lori en restait la fiduciaire, exactement comme mon père l'avait prévu.
Et j'ai enfin pu envisager un avenir pour lequel j'avais eu trop peur de planifier. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais me concentrer sur mon rêve, la faculté de médecine. Enfant, j'avais toujours été fasciné par la médecine. Mon père avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais le seul enfant qui préférait les trousses de science aux jeux vidéo. Il était fier de mon ambition et m'avait toujours encouragé à viser haut. Après sa mort, ce rêve était devenu lointain, enterré sous le poids de la douleur et de l'agitation constante d'Amy. Mais maintenant, avec la fiducie intacte et le soutien inébranlable de Laurie, je pouvais voir le chemin à suivre clairement. La première étape a été de rencontrer des conseillers financiers pour élaborer un plan. Laurie a organisé une réunion avec un homme nommé Richard Carmichael, un conseiller méticuleux et censé spécialisé dans la gestion de fiducie. J'étais nerveux en entrant dans la réunion, mais Richard m'a rapidement rassuré. « Votre père vous a laissé un cadeau extraordinaire », a dit Richard, feuilletant des feuilles de calcul et des graphiques. S'il est géré intelligemment, cet argent peut financer vos études, vous soutenir pendant votre résidence et vous laisser quand même un important capital pour l'avenir. Nous avons passé des heures à examiner les détails. Richard a expliqué comment les investissements que Laurie avait effectués avec la fiducie avaient eu un rendement exceptionnellement bon, portant les 750 000 $ originaux à près de 900 000 $. J'étais étonné. Laurie avait toujours été prudente, mais je ne m'étais pas rendu compte de sa compétence en tant que gestionnaire financière. J'ai ressenti une vague de gratitude envers elle pour avoir protégé mon avenir avec tant de férocité. « Vous avez un brillant avenir devant vous », a dit Richard en concluant la réunion. Ne laissez personne vous dire le contraire. Tandis que mon avenir commençait à prendre forme, la vie d'Amy s'effondrait. Les conséquences de la décision du tribunal l'ont durement frappé. L'amende de 25 000 $ avait été un coup dévastateur pour ses finances, qui étaient déjà en ruine après des années de dépenses imprudentes. Nick, qui avait silencieusement supporté le drame d'Amy pendant trop longtemps, a finalement demandé le divorce. J'ai appris par des connaissances mutuelles qu'il avait emménagé chez ses parents et qu'il essayait de reconstruire sa vie. Amy, quant à elle, était devenue une sorte de paria au sein de la famille. Les membres de la famille qui l'avaient initialement soutenu pendant le procès prenaient maintenant leur distance, honteux du rôle qu'ils avaient joué dans sa campagne contre Laurie et moi. Même tante Karen, qui avait été l'une des alliées les plus vocales d'Amy, a cessé de la défendre. Elle m'a appelé l'autre jour, a avoué Karen lors d'un rare appel téléphonique. Elle voulait me demander de l'argent emprunté. Je lui ai dit non. Cela ne m'a pas surpris. Amy avait brûlé tous les ponts qu'elle avait, et maintenant elle faisait face aux conséquences. Une partie de moi la plaignait, mais une autre partie de moi savait qu'elle s'était elle-même mise dans cette situation. Il n'y avait pas de joie à l'avoir échoué, seulement une tristesse persistante pour ce qui aurait pu être. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.